Personne n'avait la moindre idée de ce qui se cachait sous la surface de l'eau, jusqu'au jour où, soudainement, le prédateur le plus important de Floride disparut tout simplement. Imagine-toi dans un paysage qui fonctionne selon les mêmes règles depuis des millions d'années, et puis, un jour, tout commence à s'effondrer. C'est exactement ce qui s'est passé ici. Si tu aimes ce genre d'histoires qui te font vraiment réfléchir et qui te montrent à quel point nous sommes parfois proches de véritables catastrophes, alors laisse déjà un like et reste absolument jusqu'à la fin, car ce qui arrive va complètement changer ta vision de la nature. Pendant des mois, une chose après l'autre a disparu. Pas de petits animaux, pas des proies aléatoires, mais les souverains eux-mêmes. Les animaux les plus forts, les plus expérimentés, les plus grands du marais étaient soudainement partis. Les scientifiques se sont retrouvés face à une énigme qu'ils n'avaient encore jamais vue, car il existait une règle incontestable dans cet écosystème. Un crocodile adulte n'est pas chassé, il se trouve tout en haut. C'est la fin de la chaîne alimentaire, ou du moins c'est ce que l'on croyait. Des années plus tard, une vérité a émergé, si inquiétante que les autorités de Floride ont sérieusement envisagé de reclasser certaines eaux, comme des zones où les humains pourraient eux-mêmes devenir des proies, une évolution que personne n'avait anticipée, une menace qui s'était développée silencieusement juste sous les yeux de tous. Pour comprendre pourquoi cette découverte a autant bouleversé les biologistes, tu dois d'abord imaginer le champ de bataille sur lequel tout cela s'est produit. Les Everglades de Floride, souvent appelées rivières d'herbe, ne sont pas un endroit ordinaire. C'est un immense paysage apparemment calme, fait d'eau lente et de vastes étendues de végétation. Mais ce calme est trompeur. Sous la surface, une lutte constante pour la survie fait rage. Chaque mètre de ce territoire est disputé, chaque ombre pourrait être un chasseur. Et dans cette mer géante de roseaux, une seule règle s'applique. Seuls les plus forts et les plus intelligents survivent. Pendant très longtemps, cela signifiait que deux reptiles légendaires régnaient au sommet. Deux forces anciennes qui contrôlaient cet équilibre fragile. D'un côté, il y avait l'alligator américain, un chasseur massif, robuste et incroyablement adaptable. Une véritable machine de puissance capable de survivre presque partout tant qu'il y a de l'eau douce. Il était visible, dominant et ne laissait aucun doute sur qui commandait ici. De l'autre côté se trouvait son cousin, le crocodile américain. Extérieurement similaire, mais intérieurement très différent. Alors que les alligators s'imposent ouvertement et exigent le respect, le crocodile américain est discret, prudent, presque timide. Si tu avais la chance rare d'en voir un dans la nature, il disparaissait généralement aussitôt dans l'eau. Ces animaux ne recherchaient pas le contact avec l'homme. Au contraire, ils l'évitaient systématiquement. Leur histoire le prouve. Aux États-Unis, il n'y a jamais eu d'attaque mortelle confirmée par cette espèce à l'état sauvage. Pendant des générations, ce système a fonctionné parfaitement. Les alligators restaient en eau douce, les crocodiles fréquentaient davantage les zones salées. Chacun connaissait sa place. Il n'y avait pas de confrontation totale, mais plutôt un accord silencieux, un équilibre façonné par la nature sur des millions d'années. Mais puis, en 2009, quelque chose a changé. Les gardes forestiers ont été les premiers à remarquer que ces frontières invisibles n'étaient soudainement plus respectées. Quelque chose s'était déplacé, et les rois du marais ont commencé à avoir peur. Les premiers indices étaient si subtils qu'ils auraient facilement pu passer inaperçus. Il n'y avait pas de scène dramatique, pas d'attaque directe, rien qui aurait déclenché une alarme immédiate. Au lieu de cela, c'était de petits changements, visibles seulement par ceux qui connaissaient vraiment cet endroit. Des capitaines d'airboat expérimentés, des personnes qui naviguaient dans les Everglades depuis des décennies, ont commencé à rapporter des choses étranges. Ils connaissaient les territoires des animaux, savaient exactement quels crocodiles se trouvaient où, quels endroits étaient disputés et quels individus régnaient depuis des années. Et ces animaux avaient disparu. Les crocodiles américains les plus puissants, ceux qui avaient défendu les meilleurs sites de nidification pendant des années, étaient simplement partis. Leur lieu de repos au soleil était vide. Aucun signe de blessure, aucun combat, aucune trace indiquant un déplacement. Un prédateur ne quitte pas son territoire sans raison, et certainement pas lorsqu'il est au sommet de la chaîne alimentaire. Alors, une question inquiétante s'est posée. Si un super prédateur fuit, de quoi fuit-il? La réponse n'a pas tardé, mais elle est arrivée d'une manière que personne n'aurait imaginée. De plus en plus de témoignages sont apparus. Les gens parlaient d'observations étranges, pas seulement au cœur du marais, mais aussi dans des canaux, dans des zones où de tels animaux n'étaient pas censés se trouver. Au début, on pensait à des exagérations, peut-être même à des erreurs. Puis, les biologistes ont fait une découverte qui a tout changé. Ils ont trouvé des restes, pas n'importe lesquels, mais les restes d'alligators et de crocodiles. Et pas de jeunes ou d'animaux faibles, mais d'individus adultes, les souverains du marais. Et ce qu'ils ont vu était troublant. Ces animaux n'étaient pas morts naturellement. Ils avaient été tués avec une brutalité qui ne correspondait à aucun schéma connu.
C'était comme si quelque chose avait systématiquement nettoyé la région. Mais il y avait quelque chose d'encore plus inquiétant, le silence. Des zones autrefois pleines de vie semblaient soudain vides. Des sites de reproduction, habituellement remplis de jeunes crocodiles, étaient abandonnés. Des endroits qui auraient dû vibrer d'activité étaient immobiles. Cela ne pouvait signifier qu'une seule chose. Un habitat sûr était devenu un terrain de chasse. Le crocodile américain avait été protégé pendant des années. Les efforts de conservation avaient permis à sa population de se rétablir lentement. De nouvelles générations grandissaient dans des estuaires isolés. Mais maintenant, ces lieux-là mêmes étaient vides. Tout le fonctionnement de l'écosystème commençait à vaciller. Car lorsqu'un super prédateur commence à se retirer ou à fuir, tout ce qui se trouve en dessous change automatiquement. Les proies se reproduisent autrement, la concurrence se déplace et l'équilibre fragile se dérègle. Et c'est exactement ce qui se produisait ici. En même temps, les récits de rencontres avec des humains se multipliaient et ils ne correspondaient pas au comportement connu. Les pêcheurs racontaient que des crocodiles réagissaient soudain de façon agressive à leurs bateaux. Certains affirmaient même que des animaux s'approchaient activement d'eux au lieu de fuir. Cela n'avait aucun sens, car le comportement des crocodiles locaux était connu depuis des décennies. Ils étaient prudents, réservés et évitaient l'homme. Cette agressivité soudaine ne collait pas du tout au tableau. Pour les scientifiques, une chose était claire. Quelque chose d'extérieur était à l'œuvre, quelque chose qui repoussait les souverains naturels hors de leur propre territoire, quelque chose qui, lui-même, n'avait peur de rien. Les habitants ont rapidement eu une théorie, et au départ, elle semblait plausible. Ils pensaient à l'envahisseur le plus tristement célèbre de Floride, le python birman. Ces immenses serpents constricteurs étaient depuis longtemps devenus le symbole du problème des espèces invasives dans les Everglades. Ils avaient déjà décimé de nombreuses populations de mammifères, dévorant ratons laveurs, cerfs et même des animaux plus grands. Il semblait donc logique de supposer que ces serpents avaient franchi une nouvelle étape, qu'ils étaient devenus assez grands et assez puissants pour attaquer même des crocodiles. Après tout, il existait déjà un incident célèbre datant de 2005, au cours duquel un énorme python avait tenté d'avaler complètement un alligator d'environ 2 mètres. La tentative s'était terminée d'une manière spectaculaire. Le serpent avait littéralement explosé, une image qui avait fait le tour du monde. Avec l'expansion des pythons vers les zones de mangrove, précisément là où vivaient aussi les crocodiles américains, cela semblait être la suite logique d'un conflit. Beaucoup en étaient convaincus, les serpents avaient gagné. Mais les preuves racontaient une autre histoire. Les biologistes ont examiné de près les restes retrouvés, et ils ont rapidement constaté qu'il manquait quelque chose d'essentiel. Les traces typiques. Les pythons tuent en enroulant leur corps autour de leur proie pour l'étouffer. Cela laisse des signes évidents, des os brisés, des marques de pression, des blessures caractéristiques. Mais rien de tout cela n'était présent ici. Ces animaux n'avaient pas été étouffés. Cela ne signifiait qu'une seule chose. Le véritable chasseur restait inconnu, et cela rendait la situation encore plus dangereuse. Car si quelque chose était capable de tuer les super prédateurs des Everglades sans se cacher et en laissant derrière lui de telles traces, alors ce quelque chose était lui-même un prédateur suprême. La seule question était, qu'était-ce exactement? La réponse est finalement apparue près de Miami, en pleine évidence. Et pourtant si bien camouflé que personne ne l'avait reconnu pendant longtemps. Le tournant est arrivé lorsqu'une équipe d'herpétologues de l'université de Floride a capturé un jeune crocodile. Le lieu de la découverte, à lui seul, était déjà un signal d'alarme. L'animal se trouvait près d'une zone urbaine densément peuplée, bien loin des habitats typiques du crocodile américain. Dès l'instant où les chercheurs ont observé l'animal de plus près, ils ont senti que quelque chose clochait. À première vue, il ressemblait à un crocodile tout à fait normal. Mais plus on le regardait, plus ce sentiment étrange devenait net. Quelque chose n'allait pas. Un cas classique de ce qu'on appelle l'étrangeté familière. Cela semblait connu, mais pas tout à fait juste. Le museau était plus large, plus massif que d'habitude. La couleur était plus sombre, presque olive noire, au lieu du ton vert-gris typique des animaux locaux. Mais l'apparence n'était pas le plus inquiétant. C'était le comportement. Pour un animal si jeune, ce crocodile montrait une agressivité rare même chez les adultes indigènes. Il ne reculait pas, il n'hésitait pas, il semblait déterminé, presque offensif. Les scientifiques étaient face à une énigme. Avait-il affaire à une mutation, ou peut-être à un croisement entre un alligator et un crocodile? La seule façon d'en avoir le cœur net était une analyse ADN. Ils ont donc prélevé des échantillons de tissus et les ont envoyés au laboratoire. Ce qui a suivi fut une longue période d'attente et d'inquiétude croissante. Car pendant qu'ils attendaient les résultats, d'autres signalements arrivaient. On observait de plus en plus de ces animaux inhabituels. Et avant même que les résultats ADN ne soient connus, les chercheurs ont fait une autre constatation troublante. Ces animaux grandissaient plus vite, beaucoup plus vite. Selon les estimations,
environ 28% plus vite que les crocodiles indigènes du même âge. Ils étaient plus grands, plus robustes et surtout plus agressifs. Cela ne signifiait qu'une chose, cet animal ne s'adaptait pas seulement à l'environnement, il le dominait. Puis, enfin, les résultats sont arrivés. Et ils étaient pires que tout ce que l'on avait imaginé. L'ADN ne correspondait pas au crocodile américain. Ce n'était pas une mutation, pas une forme hybride. C'était quelque chose de complètement différent. Une correspondance parfaite avec une espèce vivant normalement sur un autre continent. Crocodilus niloticus, le crocodile du Nil. À cet instant, il est devenu clair à quoi ils avaient réellement affaire. L'animal capturé dans un canal près de Miami n'était pas un reptile indigène. C'était un intrus, un chasseur venu d'Afrique. Et à partir de là, tout a changé, car la différence entre ces deux espèces est immense. Alors que le crocodile américain est quant à considéré comme farouche et provoque très peu de conflits avec les humains, le crocodile du Nil porte une toute autre réputation. Il est redouté. En Afrique, il compte parmi les animaux les plus dangereux qui existent. On estime qu'entre 50 et 200 personnes sont tuées chaque année par des crocodiles du Nil. Et ce n'est pas un hasard. Ces animaux sont spécialisés dans la chasse aux grands mammifères. Ils sont agressifs, territoriaux et opportunistes. Leur taille les rend encore plus dangereux. Les adultes peuvent dépasser les 5 mètres de long et peser plus d'une tonne. Leur force de morsure fait partie des plus puissantes de tout le règne animal. Soudain, tout prenait sens, les crocodiles disparus, les restes mutilés, les changements de comportement. Les animaux indigènes ne mouraient pas simplement. Ils étaient repoussés, peut-être même chassés, par un parent plus fort, plus rapide et plus agressif. Un super prédateur venu de plus de 10 000 km s'était installé discrètement dans les Everglades et commençait à en prendre le contrôle. Mais la plus grande question restait encore sans réponse. Comment un tel animal avait-il pu arriver là ? Il était impossible que ces crocodiles aient traversé l'Atlantique à la nage. Il devait y avoir une autre explication. Et dans le sud de la Floride, il existe presque toujours la même réponse à cette question. L'être humain. Plus précisément, le commerce des animaux exotiques. La Floride est connue pour son immense marché, souvent difficile à contrôler, d'animaux hors du commun. Même si leur détention est strictement encadrée, des espèces dangereuses finissent régulièrement entre des mains privées, y compris les crocodiles du Nil. Petits, ils paraissent inoffensifs, presque mignons. Mais ils grandissent vite. Et un jour, ils deviennent quelque chose que plus personne ne peut maîtriser. Et c'est précisément à ce moment-là que certains propriétaires prennent une décision fatale. Ils relâchent l'animal, sans réfléchir, sans responsabilité. Après d'autres analyses, il s'est avéré que les crocodiles du Nil capturés étaient génétiquement presque identiques. C'était un indice décisif. Ils n'étaient pas le fruit du hasard. Ils provenaient probablement tous de la même source. Peut-être d'une installation privée mal sécurisée, ou plus probablement encore d'un propriétaire qui avait perdu le contrôle. Un seul instant de négligence, et les conséquences ont été immenses. Un seul animal, relâché des années auparavant, avait réussi à survivre et à se reproduire. Cela signifiait que ces crocodiles n'étaient pas nouveaux. Ils étaient là depuis longtemps, cachés, camouflés, assez discrets pour ne pas être repérés, jusqu'à ce qu'il soit trop tard, et la véritable peur ne faisait que commencer. Car la question n'était plus de savoir s'ils étaient là, mais à combien ils étaient. Avec cette prise de conscience, l'alerte maximale a immédiatement été déclenchée chez les autorités. La Florida Fish and Wildlife Conservation Commission a travaillé main dans la main avec les scientifiques pour évaluer la situation et agir le plus rapidement possible. Car une chose était claire, si ces animaux s'étaient réellement installés, il ne s'agissait plus seulement de quelques crocodiles disparus. Les premières mesures ont commencé immédiatement. Des équipes de recherche ont été formées, des pièges installés, des zones surveillées. Et effectivement, plusieurs de ces animaux ont pu être capturés. Au total, 3 crocodiles du Nil ont été sécurisés. Mais c'était précisément là le problème. S'ils en avaient trouvé 3, combien y en avait-il encore dehors ? L'incertitude était la chose la plus dangereuse dans toute cette situation, car même un seul individu survivant pouvait suffire à établir une nouvelle population sur le long terme. Et ces animaux n'étaient pas seulement résistants, ils étaient aussi extrêmement adaptables. Ils pouvaient non seulement survivre dans les conditions des Everglades, mais les exploiter. Et cela signifiait qu'ils pourraient continuer à se propager vers le nord, dans des zones jusque-là considérées comme relativement sûres. C'est à ce moment-là que les autorités ont vraiment commencé à s'inquiéter, car il ne s'agissait plus seulement de protection de la nature.
Il s'agissait de sécurité publique. L'idée qu'un prédateur connu pour attaquer aussi des humains puisse se répandre dans une région visitée chaque année par des millions de personnes était profondément inquiétante. Les Everglades ne sont pas seulement un écosystème, c'est aussi une destination touristique. Des gens viennent du monde entier pour faire du kayak à travers les mangroves, pour pêcher, pour vivre la nature de près. Mais que se passe-t-il lorsque cette image change? Lorsque d'un paysage fascinant, on passe à un endroit où un danger réel se cache? Les conséquences seraient énormes, pas seulement pour la faune, mais aussi pour l'économie. Une baisse du tourisme, des coûts élevés pour la surveillance, le contrôle et la gestion. Et surtout, un changement fondamental dans la manière dont les gens perçoivent cet endroit. Mais pendant que tous ces scénarios étaient discutés, quelque chose d'encore plus dérangeant est apparu en y regardant de plus près. Le véritable problème n'était pas le crocodile du Nil, c'était ce qui l'avait amené ici. Lorsque l'on remonte l'histoire, un schéma devient évident. Presque chaque grande crise écologique en Floride a la même origine. Les humains, le python birman, l'iguane vert, et maintenant l'un des prédateurs les plus dangereux d'Afrique. À chaque fois, tout commence de la même manière. Quelqu'un pense pouvoir posséder un animal exotique. Quelqu'un sous-estime à quel point cet animal peut devenir grand, puissant et dangereux. Et à un moment donné, il est relâché. Les Everglades sont ainsi devenus une sorte de dépôt, un endroit où les erreurs sont simplement abandonnées. Mais les conséquences vont bien au-delà, car les espèces indigènes étaient déjà en difficulté bien avant l'arrivée de ce nouveau prédateur. Leurs habitats étaient de plus en plus réduits. Les mangroves, autrefois des refuges naturels, ont été détruites pour faire place à des constructions. Le système d'eau naturelle a été modifié pour répondre aux besoins agricoles. La pollution a augmenté. Leurs animaux ont été poussés dans des zones plus petites, plus limitées, stressés, affaiblis. Et à ce moment précis, un nouveau chasseur supérieur est apparu. C'était comme si un système déjà fragile avait été encore plus déstabilisé volontairement. L'ironie est difficile à ignorer. D'un côté, on investit des années pour protéger une espèce, et de l'autre, on détruit en même temps les conditions dont elle a besoin pour survivre. Puis on introduit, consciemment ou non, un adversaire contre lequel elle n'a aucune chance. Cela mène à une vérité inconfortable. L'espèce invasive la plus dangereuse dans cette histoire n'est pas le crocodile, c'est l'être humain. La grande question est maintenant, que se passe-t-il ensuite? Si ces crocodiles du Nil parviennent à s'établir durablement, alors tout changera. Les règles de l'écosystème, les mesures de sécurité, la relation entre l'homme et la nature, les panneaux d'avertissement ne diront plus seulement « ne nourrissez pas les alligators ». Ils devront transmettre autre chose, un véritable avertissement, face à un animal qui n'évite pas l'homme, mais pourrait le considérer comme une proie. Et la solution, elle est loin d'être simple, car ces animaux ne peuvent pas simplement être capturés et renvoyés. Pour protéger la population, il ne reste souvent qu'une mesure drastique, un programme de contrôle permanent, ce qui signifie, dans de nombreux cas, la chasse. L'élimination ciblée de ces animaux, une réalité dure, car au fond, cela reviendrait à mener une guerre contre un animal qui n'est là que parce que nous l'y avons mis. Et c'est précisément ce qui rend cette histoire si troublante. Pendant longtemps, on pensait que les Everglades étaient vidés par les serpents. On espérait que ce n'était qu'un problème déjà connu. Mais la vérité est plus complexe et plus dérangeante. Car au final, le plus grand problème ne se cache pas quelque part dans l'eau, c'est nous. Qu'en penses-tu? Si demain un crocodile du Nil est à nouveau aperçu dans les Everglades, faut-il le chasser? Ou existe-t-il une meilleure solution, peut-être plus humaine, pour gérer cette erreur? Et c'est précisément ici que l'histoire devient encore plus inquiétante. Car même après la capture des premiers animaux, une question essentielle restait sans réponse. Depuis combien de temps étaient-ils déjà là, sans que personne ne le remarque? Car si l'on est honnête, cette histoire nous montre quelque chose qui dépasse largement les Everglades. Elle nous montre à quel point un écosystème entier peut facilement perdre son équilibre. Pas à cause d'un événement naturel, pas par hasard, mais à cause d'une seule décision, une seule personne, un seul moment. Et les conséquences peuvent durer des décennies. Imagine que ce premier crocodile du Nil ait été relâché un jour, peut-être la nuit, peut-être dans un canal isolé, peut-être avec la pensée « il se débrouillera bien ». Et oui, il s'est débrouillé, mais pas comme on l'aurait imaginé. Il n'a pas seulement survécu, il s'est adapté, il a appris, et peut-être il s'est reproduit. Et c'est exactement à ce moment-là qu'une erreur devient une catastrophe, car un seul animal est un problème. Mais une population, c'est un risque permanent. Et c'est précisément cela que redoutent les scientifiques. Car dès qu'une espèce invasive s'installe réellement, il est presque impossible de l'éliminer complètement. Nous l'avons déjà vu, avec les pythons, avec les iguanes, et avec de nombreuses autres espèces qui font aujourd'hui partie intégrante d'un système auquel elles n'ont jamais appartenu.
La question n'est donc pas seulement que se passe-t-il maintenant, mais aussi que se passera-t-il dans 10 ou 20 ans. Les générations futures marcheront-elles dans les Everglades et verront-elles non seulement des alligators, mais aussi un animal qui chasse activement de grandes proies, un animal qui n'a aucune retenue naturelle envers les humains, un animal qui a appris que cet environnement est parfait pour survivre, et si cela arrive, alors tout change. Car soudain, un parc naturel devient une zone à risque, une aventure devient une menace potentielle, et le respect de la nature devient de la peur. Mais peut-être que la vraie question est une autre. Pourquoi cela se produit-il encore et encore? Pourquoi ne semblons-nous pas apprendre des erreurs du passé? Car cette histoire n'est pas un cas isolé. Elle fait partie d'un schéma qui se répète, encore et encore. Un animal exotique est introduit. Il s'échappe ou est relâché. Il trouve un nouvel environnement sans prédateur naturel et commence à se répandre. Et chaque fois, nous restons là, surpris. Alors que nous aurions dû le savoir. Peut-être que le problème réside dans la façon dont nous percevons la nature. Pas comme quelque chose que nous devons respecter, mais comme quelque chose que nous pouvons contrôler, comme quelque chose que nous pouvons posséder. Mais la vérité est que nous sous-estimons souvent les conséquences. Et parfois, ces conséquences sont mortelles, pas seulement pour les animaux, mais aussi pour nous. Car lorsque nous commençons à brouiller les frontières entre l'homme et la nature sauvage, nous créons des situations auxquelles nous ne sommes pas préparés. Et c'est exactement ce qui pourrait se produire ici. Un changement silencieux, presque invisible, jusqu'à ce qu'il soit trop tard, jusqu'à ce que des observations isolées deviennent une nouvelle réalité. Et c'est pourquoi les scientifiques continuent de surveiller la situation avec la plus grande attention. Car même si seulement quelques animaux ont été confirmés, cela ne signifie pas qu'il n'y en a que quelques-uns. Et c'est précisément ce qui rend cette histoire si inquiétante. Pas ce que nous savons, mais ce que nous ne savons pas. Peut-être qu'il y en a d'autres là dehors. Peut-être qu'ils se déplacent en ce moment même dans l'eau, invisibles, silencieux et en attente. C'est ce genre d'incertitude qui est difficile à contrôler. Et c'est pourquoi cette histoire reste ouverte. Elle n'a pas de fin claire, pas de solution définitive, seulement un avertissement. Un avertissement sur ce qui peut arriver lorsque nous sous-estimons la nature et que dans le même temps, nous essayons de la transformer selon nos propres besoins. Alors, la prochaine fois que tu penseras à un endroit comme les Everglades, ne pense pas seulement à sa beauté, pas seulement à son calme, mais aussi à ce qui pourrait se cacher en dessous, et au fait que parfois, le plus grand danger n'est pas celui que nous voyons, mais celui que nous créons nous-mêmes. Écris ton avis dans les commentaires. Et si tu aimes ce genre d'histoire, n'oublie pas de liker, de t'abonner et d'activer la cloche. Merci d'avoir regardé.